Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 14e journée du top 14, un peu en retard il est vrai. Du coup je vais aborder les matchs sous un angle plus de rappel, qu'est-ce qui s'était passé et comment les équipes sont actuellement dans leur dynamique entre la dernière journée de top 14 et évidemment les deux journées de Coupe d'Europe. Bref, le premier match c'était Perpignan qui recevait Toulouse. Alors pour rappel, Perpignan donc avait gagné les Toulousains, ils avaient fait une grosse partie notamment mentalement les Perpignanais, même si depuis le début de la saison c'est une équipe qui lâche rien malgré le manque de résultats. On peut dire qu'ils avaient été aussi avantagés, ou en tout cas la tâche avait été facilitée par une composition de Toulouse qui était remaniée, mais si on regarde, cette composition de Toulouse était sensiblement la même lors du déplacement à Montauban. Donc c'est vraiment Perpignan qui a fait le taf. Le match il avait commencé donc avec un énorme temps fort des Perpignanais qui ont mené assez rapidement 11-0, il y a eu l'essai de Maxime Granel très tôt dans le match suivi d'une pénalité. Mais bon, on peut noter quand même que les Toulousains avaient plus ou moins rendu des ballons trop facilement à Perpignan. Sur l'essai de Oviedo, c'est vraiment un bras roulé de Paul Coste qui vient du coup redonner le ballon à Perpignan et en l'occurrence à Duguy Valou. Quelques temps de jeu plus tard, ça donne l'essai d'Oviedo. Et ces erreurs toulousaines, c'est clairement ce qui ont causé leur défaite, parce que entre la 15e minute et la 60e, globalement, c'est Toulouse qui domine et qui reprend le score. Je les ai trouvés plus puissants, plus rapides, plus efficaces que les Perpignanais dans l'ensemble, avec aussi un Calvin Gourde qui était en 10 ce jour-là, qui a très bien utilisé son jeu au pied, que ce soit dans le jeu ou même face au perche. Mais bon, en tout cas, du côté de classement, c'est une très bonne opération pour Perpignan, qui quitte la zone rouge, quand Toulouse n'est pas trop affecté par cette défaite. On commence le multiplex avec Clermont qui se déplaçait à Montauban, l'autre club qui joue pour sa survie. Bon, globalement, Clermont avait fait le job à Sapiac, il y a eu un score qui était large, mais pas non plus exorbitant. L'objectif pour Clermont, c'était ramener à minima 4 points, et si possible 5 points, ça a été le cas. Globalement, les Clermontois, ils avaient été dans la continuité de ce qu'ils avaient fait précédemment face à Bordeaux à domicile, en appuyant sur la conquête et sur les molles, qui sont vraiment hyper efficaces et où Clermont est sûrement la meilleure équipe du top 14 dans ce secteur. Sur tous les essais marqués, il y en a qu'un seul qui n'a pas été à la suite d'un moll, c'est l'essai de George Moala en fin de première période. Sinon tout le reste, c'est soit des molls directement qui vont dans le but, soit après des départs après moll qui amènent à un essai. Et dans un match vraiment haché, Clermont a vraiment eu l'intelligence d'appuyer sur ce qui fait mal, d'autant plus que Montauban souffrait physiquement face à la puissance du paquet d'avant clermontois. Et ce qui a été le plus frappant, c'est vraiment la conquête, où Montauban n'a eu que 50% de mêlées gagnées sur sa propre introduction, il y a eu que 62% des touches qui ont été récupérées sur leur propre lancer, autant dire que la conquête a été ultra dominée par Clermont. Et quand en conquête t'es aussi peu performant, n'imagine pas pouvoir créer du jeu, d'autant plus quand t'es une équipe qui joue pour le maintien et qui a globalement un niveau en dessous de toutes les autres équipes du top 14. Et puis enfin, ce qui a tué les Montalbanais, malgré une envie débordante, c'est qu'ils ont raté 26 plaquages, et l'essai de Moala, ça part de plaquage raté, où Moala fait ce qu'il veut dans la défense. Donc la victoire de Clermont est totalement logique, même si c'était pas un jeu flamboyant, c'est un jeu très efficace. On continue avec le Stade Français qui recevait Castres. Sur l'ensemble du match, mais d'autant plus en première mi-temps, le Stade Français a été hyper pragmatique. Très peu de possession dans l'ensemble, c'est plutôt Castres qui essaye de faire du jeu, mais le Stade Français, dès qu'ils avaient une action, ils arrivaient à marquer. Alors qu'à Castres, on joue beaucoup, mais on est heurté par une énorme défense du Stade Français, et en plus on n'est pas très précis, même quand il y a des essais, notamment en première mi-temps un essai de Botitou après une relance de Karawalevou magnifique, cet essai a été refusé pour un en avant de passe. Donc à la mi-temps, le Stade Français croit logiquement au bonus, mais en seconde période, Castres va retrouver un petit peu de précision et va réussir à aller marquer dans l'en-but. Castres a marqué de manière différente. D'abord, après plusieurs séquences, plusieurs temps de jeu proche de la ligne, avec un essai de Gros avec Ardron, et il y a aussi cet essai en solitaire de Botitou. Et avec tout ça, Castres peut croire à un bonus défensif, parce que le Stade Français, pour le coup, n'arrive plus à posséder le ballon dans la moitié de terrain de Castres. Le momentum est clairement castré, mais malheureusement, juste après l'essai, le deuxième essai de Castres, les Castrés vont être totalement absents, totalement déconcentrés, un manque de lucidité. Pénalité jouée rapidement par Motassi qui envoie Léo Barré marquer l'essai du bonus offensif qu'ils avaient perdu auparavant, alors que Castres pouvaient eux aller chercher un bonus défensif. Et franchement, avoir une telle erreur de concentration à ce niveau-là, je trouve ça hallucinant, surtout quand tu fais l'effort, que ce soit tes gros, tes trois quarts font l'effort de revenir dans le match, mais tu laisses trop facilement un bonus à une équipe parisienne qui n'en demandait pas tant. On continue avec Lyon, qui recevait la section paloise. Bon, le premier quart d'heure, il a l'avantage des Lyonnais qui poussent, mais qui peinent à marquer. Au final, ça arrive après une action un peu bizarre grâce à Dylan Crotin. Et c'est clairement ça qui va
faire commencer le match, parce que jusqu'à présent, c'était plutôt terne. Juste après, on a une réponse de Pau avec un essai d'Arfeuil, et là, ça se décante un petit peu, mais doucement. On sent que sur ce match, Lyon avait envie d'envoyer du jeu, il y a eu des choix qui ont été faits, notamment une titularisation de Baptiste Couillou, aussi une titularisation de Youssefou Massi à l'aile, qui est un Fidjien créateur, qui joue plutôt centre d'habitude, qui aime créer et jouer dans la défense. L'avoir à l'aile, ça permet d'avoir un profil créateur en plus de Maracou. Donc forcément, c'est des choix stratégiques intéressants. D'autant plus qu'on avait aussi des perforateurs, avec Théo Millet en 12 qui venait souvent prendre l'axe du terrain et qui le faisait très bien. On avait une troisième ligne solide avec Svangueradze entre autres, ou avec Simons. Et donc avec tout ça, Lyon était un peu plus dans l'engagement, Pau a été pris dans l'engagement et n'a jamais réussi à développer son jeu qui marche très bien depuis le début de la saison, mais là ils n'ont pas réussi à le mettre en place. Parce que dans l'engagement ils étaient pris. Même si Pau a dominé en touche avec 4 ballons volés, après le problème c'est qu'ils en faisaient quasiment rien de ces ballons parce que ils ont joué que 6% de leurs ballons dans les 22 mètres lyonnais. Évidemment, c'est trop peu pour marquer des points. Là, on va passer toujours dans l'analyse des matchs, mais des matchs où il y a eu des scores totalement fleuves. D'abord, le premier de la journée, ça a été Montpellier qui a totalement exterminé Bayonne. Bon, comment ça s'est fait concrètement? Déjà, Bayonne a très mal commencé en laissant plusieurs essais trop facilement à Montpellier. Ils ont été pris dans l'engagement tout au long de la rencontre. D'autant plus que Montpellier, un peu à l'image de Clermont, joue sur ses forces, à savoir le jeu d'avant. Montpellier a peut-être un des meilleurs paquets d'avant de ce top 14. Les Molles ont fait beaucoup de mal aux Bayonnais. Et donc à la mi-temps, il y a un score fleuve, Montpellier a déjà le bonus. Mais malgré tout, Bayonne réagit et un moment dans le match, il y a 34-15. Donc score large, mais score qui est rattrapable, du moins pour un bonus défensif pour Bayonne. Et après ces 15 points inscrits, Bayonne va totalement lâcher la rencontre. Bayonne était proche du pathétique, j'aime pas ce mot-là, mais c'est vrai, parce qu'au bout d'un moment, il y avait des choses en professionnel que je pensais jamais voir, notamment un coup d'envoi classique, personne ne s'annonce à la réception. C'est-à-dire qu'il y a 4 ou 5 joueurs bayonnais, le ballon va pile au milieu de ces 4 ou 5 joueurs, mais personne n'y va. Enfin, je veux dire, en professionnel, je trouve ça fou. Et ça montre l'état d'esprit en fait de Bayonne à l'extérieur, on connaît toutes les tensions, enfin Bayonne, je sais pas comment c'est possible d'avoir un état d'esprit aussi faible à l'extérieur. Alors oui, en face c'est Montpellier qui est très fort à domicile, qui roule sur tout le monde presque devant, mais quand même, de là à prendre 62 points, je trouve que ça fait beaucoup. Et bon, en tout cas, Montpellier peut leur dire merci parce que, grâce à ça, Montpellier réintègre le top 6. Le deuxième match à plus de 60 points, c'était l'UBB qui recevait le Racing. Par contre, c'était pas du tout le même scénario. La première mi-temps, elle est ultra accrochée, c'est même plutôt les Racingmen qui sont les plus dangereux, avec peu de munitions, ils arrivent à mettre l'UBB à la faute, et surtout, ils sont réalistes et efficaces, avec notamment un drop de Sun quand il voit que son équipe n'avance plus, c'est du réalisme, et ça fait 3 points en plus. On sent que l'UBB voulait jouer, mais parfois, surtout, elle surjouait cette équipe en relançant des ballons dans ses 22, alors que la défense du Racing, en premier temps, était vraiment efficace. D'autant plus que les Racingmen gagnent les collisions avec un paquet d'avant et même une équipe très musclée, très costaud. Mais c'est vraiment, en seconde période, que tout va changer, en fait. On repart sur les mêmes bases, avec un Racing qui domine plus les collisions, l'entrée de Joshua Tuisova fait énormément de bien, il y a un premier essai de Sam James, et ensuite, il y a un deuxième essai d'Abossi. Sauf que cet essai va être refusé à cause d'une faute de Diego Escobar qui prend un carton jaune, et là, le momentum s'inverse. L'UBB fait rentrer son banc, avec notamment Biel Biarré et De Porter qui étaient remplaçants sur cette rencontre, le premier match de Jean-Luc Duprez, Benta Maifuna aussi remplaçant, bref, du beau monde. Et au lieu d'un hypothétique, du coup 15-27 pour le Racing, l'UBB arrive à marquer un premier essai, et donc repasse devant. Même si le Racing avait plutôt bien tenu en infériorité numérique, ils prennent ce dernier essai, qui va déclencher une vague assez exceptionnelle. Au final, 47-0, ils vont se prendre le Racing dans les 30 dernières minutes. Et le score est hyper large et franchement ne reflète pas vraiment ce qui s'est passé sur le terrain parce que le Racing a juste manqué énormément de cardio sur la fin de match, surtout quand des deux porteurs, quand des Biel Barré rentrent, quand des Retières aussi qui a fait une bonne rentrée, c'est normal. Mais bon, ça prouve la marge de progression qu'a le Racing pour aller gagner ces gros matchs. Et enfin, le dernier match à plus de 60 points, c'était La Rochelle qui recevait Toulon. Bon là, pour le coup, c'était un match qui, je trouve, était sans intérêt. 66-0, Toulon avait envoyé une équipe ultra rajeunie avec énormément d'espoir et avec un Paolo Garbissi au milieu de tout ça. Globalement, c'était ça la composition. Mais bon, je vais quand même regarder ce qu'a produit La Rochelle. Déjà, quasiment tous leurs essais proviennent d'une touche. La Rochelle est une équipe qui marque beaucoup d'essais après touche et ça s'est vu sur ce match. Que ce soit en molle, où ils ont pas mal marqué là-dessus, ou avec des déviations et le jeu qui se construit derrière. En première mi-temps, La Rochelle domine avec 9 entrées dans les 22 mètres toulonnais, ce qui est énorme en une mi-temps, mais mine de rien, il y a entre guillemets que 5 essais marqués. Et pourquoi ils arrivent autant
à rentrer dans les 22 mètres, c'est parce que Toulon est faible dans les collisions, faible sur l'homme, avec 17% de plaquage raté en première mi-temps. D'autant plus qu'offensivement, les Toulonnais, ils ont tellement pas l'habitude de jouer ensemble qu'ils n'arrivent pas à se proposer, ils n'arrivent pas à trouver de solution, et forcément, c'est impossible de mettre du jeu. Et en seconde période, on garde ce côté dominant du côté de La Rochelle, devant et dans le jeu en général, et on y rajoute quelques grains de folie, même si je trouve que c'est La Rochelle un peu coutumier du fait dans ce sens-là, elle a été un peu arrogante sur la fin, notamment sur les attitudes de Le Garec, qui m'énerve un peu dans ce sens-là, où il récupère un ballon, il fait une chistera de 30 mètres, sauf que ça arrive directement dans les bras toulonnais, il se permet ça uniquement parce qu'en face, il n'y a pas de rivalité, et j'aimerais bien qu'il se permette ça en fait sur les matchs à fort enjeu, et je suis prêt à parier qu'il ne le fasse pas. Mais bon, en tout cas, son attitude ne change absolument rien, La Rochelle était largement au-dessus. On passe maintenant au top et au flop. En top, j'ai d'abord parlé de Sama Malolo, le talonneur de Perpignan. Bon, il a eu une activité énorme, il a avancé sur chaque ballon, il en a apporté 11, qui est un très gros total sur cette rencontre, et la touche de Perpignan a globalement été en forme face à un paquet toulousain. On connaît tous les joueurs qui sont importants dans cette touche toulousaine. Là il y a eu 83% de touches réussites pour Perpignan, ce qui est pas mal. Le deuxième top, c'est Nicolas Deporter. Son entrée en jeu, elle a été déterminante, mais comme d'autres, mais lui particulièrement, où il a été hyper tranchant, il marque 2 essais, et ça se voit que c'est clairement le patron, et ça prouve aussi que la stratégie de Yannick Bru a été bonne en le mettant sur le banc. Et enfin, le dernier top, c'est Sam Simons, qui a fait un énorme match à Lyon, dans ce côté perforateur, mais aussi capable de jouer les coups, d'accélérer et de mettre de la vitesse. Il est récompensé par un essai en seconde période, et globalement ça a été un des meilleurs Lyonnais sur ce match. En flop, maintenant, je vais d'abord parler de Joris Second. Alors c'est pas forcément le pire Bayonnais sur ce match, mais en fait il représente pour moi le manque de créativité de Bayonne à l'extérieur, parce que j'ai l'impression qu'il se contente de prendre le ballon, de passer, ou alors de jouer au pied. Mais là son jeu au pied n'a pas forcément été très performant sur cette rencontre. Et quand à la mi-temps, il dit qu'il faut qu'il se fasse remonter dans les vestiaires, engueuler dans les vestiaires pour faire une seconde période qui est meilleure, ce n'a pas été le cas, et lui le premier. En flop, j'ai aussi parlé de Diego Escobar, forcément son carton jaune, on a l'impression que c'est un petit peu le tournant du match à UBB Racing, où derrière l'UBB explose tout. Et enfin, le dernier flop, c'est Gauthier Doubrère, le demi remplaçant de Castres. Je trouve qu'il arrivait pas trop à bien dynamiser et à bien manier le jeu de Castres sur cette rencontre. Il y a un moment où il se fait contrer aussi proche de sa ligne, il fait partie des joueurs aussi qui étaient dans la zone quand Motassi joue vite et permet de marquer l'essai du bonus. Bref, pas une bonne rentrée pour Gauthier Doubrère. Du coup, pour ce qui est du classement, on a toujours Toulouse et Pau qui restent premier et deuxième de manière assez logique. On voit une lutte à 3 entre le Stade Français, l'UBB et Toulon, d'où la prochaine journée va déterminer qui est la troisième force en puissance de ce championnat. Et la vraie information, c'est clairement Perpignan qui n'est plus lanterne rouge, c'est Montauban qui est dernier du top 14. Pour ce qui est des pronos, d'abord, ce qui est intéressant à noter, c'est que tous les clubs qui se suivent au classement vont s'affronter. Donc par exemple, premier contre deuxième, troisième contre quatrième, etc. Et donc ça commencera par le troisième contre le quatrième, à savoir donc le Stade Français qui se déplace à l'UBB. Et pour ce match, je vois l'UBB gagner en laissant un bonus défensif aux Parisiens qui sont très accrocheurs partout où ils passent. Bayonne reçoit Castres, et je vais quand même dire Bayonne à domicile, parce que même si à l'extérieur c'est mauvais, à domicile c'est quand même solide. On l'a vu contre le Leinster aussi, où ils les ont embêtés pendant plusieurs minutes. Le Racing reçoit Lyon, et pour moi ce sera une victoire avec bonus offensif du Racing, qui a pu faire souffler ses cadres en Coupe d'Europe et qui vont revenir frais pour ce match face à Lyon. Toulon reçoit Montpellier, ça va être un gros bras de fer. Montpellier qui a fait 20 sur 20 en Coupe d'Europe, Toulon qui est qualifié aussi en étant deuxième de sa poule. Je vois quand même Toulon gagner, mais si Montpellier prend un bonus défensif, voire peut-être aller au match nul, ça m'étonnerait pas. Perpignan reçoit Montauban, et pour moi ce sera une victoire avec bonus offensif de Perpignan, qui me semble vraiment au-dessus de Montauban. Toulouse reçoit Pau, et là j'aimerais beaucoup que Pau mette une énorme équipe, enfin sa meilleure équipe possible à Toulouse, pour voir un vrai affrontement de premier contre deuxième. Je pense qu'en plus il y a un coup à faire avec quelques blessés du côté de Toulouse. Malgré tout, je vois Toulouse gagner, mais pourquoi pas dans un match accroché. Et enfin, Clermont reçoit La Rochelle. Je vois une victoire avec bonus offensif de Clermont face à La Rochelle qui, je pense, est très frustré de son élimination en Coupe d'Europe et qui est globalement dans une dynamique pas très positive. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, m'écrire un commentaire, laisser un like et mettre la cloche sous cette vidéo. C'est des choses qui m'aident grandement pour la suite. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok, c'est @bourrichon.tv. Je mets des extraits de ces vidéos, mais aussi des contenus exclusifs, et toutes mes informations seront dans les stories également, donc n'hésitez pas à me suivre, c'est @bourrichon.tv. Enfin bref, c'était Bourrichon, ciao ciao.